Le guide de l'auto. On ne sait pas s'il y aura une Ford Skyliner au prochain Salon Autosport Québec, mais c'est ton sujet de la semaine, Hugues, une bagnole qui est unique en son genre par sa conception. Au début des années 2000, le futur des cabriolets passait par le toit rigide rétractable. Cette technologie est aujourd'hui tombée en désamour, mais ce n'était pas la première tentative, loin de là. Ford l'avait déjà expérimenté dans les années 50, avec le même résultat et essentiellement pour les mêmes raisons. L'histoire est un éternel recommencement. Le toit rigide rétractable, on l'a vu maintes et maintes fois utilisé dans l'automobile moderne, mais à quand la technologie remonte pour la première fois? Les premiers essais ont lieu dans les années 20. Ah oui? Okay. Il faudra attendre les années 30 pour qu'un premier modèle soit proposé commercialement. Le système développé sous le nom d'Eclipse en 1933 par le français Georges Paulin, un dentiste devenu designer automobile, est installé sur les Peugeot 401 et 601 avant que la licence ne soit cédée à Peugeot pour sa 402. La marque socialienne en produira près de 580 exemplaires entre 1935 et 1940. En octobre 1940, au Salon de l'Auto de New York, Chrysler présente ses deux premiers véhicules concept, la Newport et la Thunderbolt. Ce dernier est un coupé aux lignes épurées et aérodynamiques réalisé par le designer Alex Tremulis alors qu'il travaillait pour le carrossier Briggs. Il collaborera ensuite avec Tucker et Ford. L'auto se distingue par ses roues recouvertes, ses phares dissimulés et son toit en tôle rétractable électriquement dans le coffre. 5 exemplaires seront construits à des fins d'exposition. Et c'est quoi la situation de Ford au début des années 50? L'arrivée d'Henry Ford II à la tête de la compagnie de Dearborn sonne le début d'une nouvelle ère. Le succès des modèles 49 fait rentrer des fonds dans les coffres de Ford et la compagnie retrouve l'optimisme, voire même de l'ambition. Parmi les innovations de la marque, il y a les coupés Skyliner, lancés pour le millésime 1954. Ces modèles sont dotés d'une vitre en plexiglas d'une épaisseur d'1/4 de pouce située au-dessus des places avant. Elle est légèrement teintée en vert pour atténuer une partie des rayons du soleil, alors qu'une toile en nylon peut être installée à l'intérieur avec des boutons pression pour la couvrir. Malgré cela, les Skyliner acquièrent rapidement la réputation de four sur roue. Ils seront commercialisés jusqu'au millésime 56. Mercury aura droit à sa version, sous le nom de Sun Valley, vendue jusqu'en 1955, ainsi que Monarch et Meteor au Canada, uniquement pour 1954. Mais ce n'est pas la fin des Skyliner, car pendant ce temps, Ford travaille sur quelque chose de plus ambitieux qu'une simple vitre. Tout commence par un concept à l'échelle 3/8 réalisé par Gil Spear du studio de design avancé début 1953. Baptisé Syrtis, il reçoit un toit rétractable roof-o-matic. Cette maquette impressionne le conseil d'administration qui débloque 2,2 millions de dollars pour le développement de ce toit en série. Ce toit-là, évidemment, doit se retrouver sur une autre voiture que la voiture qui sera commercialisée, qui est la Skyliner. Alors au début, ça doit être sur une toute nouvelle marque. En effet, avec une rentabilité retrouvée, Ford se rêve leader du marché américain. Parmi les pistes envisagées pour y arriver, il y a l'idée de faire revivre la Continental, produite de 1940 à 1948. Pour cela, l'équipe Special Product Operation, qui deviendra plus tard Special Product Division, est formée. Elle est dirigée par William Clay Ford, dit Bill, frère benjamin d'Henry Ford II. Le projet est mené en grand secret. Avec un prix de 9 966 $ US, la Continental Mark II, qui sera présentée pour le millésime 56, sera l'auto américaine la plus chère de l'histoire, titre qu'elle ne gardera qu'un an à cause du lancement de la Cadillac Eldorado Broom en 57. Après qu'une étude marketing ait révélé que les clients potentiels seraient prêts à débourser jusqu'à 2 500 $ supplémentaires pour un toit rétractable, Bill Ford récupère le programme et les fonds pour sa Continental Mark II, dans le but de déployer une gamme. Une 4 portes était aussi prévue pour 1958. Le responsable du projet est John Hollowell. Il recrute à la division Fisher Body de General Motors un ingénieur spécialisé dans les toits hardtop et les cabriolets, Ben G. Smith. Smith est un ancien de chez Ford et il a également travaillé pour Nash. Le développement est tellement secret chez Ford que Smith accepte de changer d'employeur sans avoir les détails exacts de ce qu'il va faire. Le projet est ambitieux, les délais sont courts aussi. Oui, pour Smith, tout est à créer et il n'a que 18 mois. Wow. Il faut calculer les dimensions précises du toit et du coffre, déterminer la séquence complète des événements et fabriquer l'ensemble des mécanismes. Smith choisit rapidement un système électrique plutôt qu'hydraulique. Il imagine les passagers couverts d'huile en cas de défaillance. Ensuite, il décide qu'il serait entièrement automatique, contrairement au système Peugeot qui requiert des verrouillages manuels.
Même s'il faudra étirer les ailes arrière de 3 pouces, le toit est beaucoup trop long pour le coffre. Certains ingénieurs suggéreront de le couper en deux et de l'articuler au niveau du pilier C. Smith choisit plutôt une portion rabattable à l'avant qu'il baptise Flipper. La totalité du système requiert 7 moteurs électriques, chacun avec son coupe-circuit. Pour contrôler exactement la chorégraphie de l'ensemble, 10 capteurs de fin de course qui doivent être précisément placés et 10 relais de commande sont nécessaires. Le tout est relié par 186 mètres de fil électrique. Hollowell et Smith déposeront plusieurs brevets pour ce système, dont le US 2860004 pour l'ensemble complet. 2 châssis de Lincoln 53 modifiés aux dimensions de la Mark II sont envoyés chez le carrossier S. Eisenhart pour la construction de prototypes. Le premier sera complété et prendra le nom de XC1500R. Il sera détruit quelques années après, alors que le second ne sera pas fabriqué. Lincoln recyclera ce châssis sur le concept Futura, qui deviendra plus tard la Batmobile. Bon, et Smith remplit son contrat parce qu'il a livré un prototype en 18 mois. En Oui. moins de 18 mois, même. Exactement, mais sauf qu'entre-temps, l'enthousiasme à l'intérieur de Ford pour le projet Mark II s'est considérablement refroidi, probablement à cause des guerres intestines qui gangréneront la compagnie durant des décennies. On ignore la raison exacte, mais la direction de l'entreprise décide de ne pas aller plus loin sur une version à toit rétractable de la Mark II. Robert McNamara, alors directeur général de la division Ford et futur secrétaire d'État à la défense du gouvernement américain, demande que cette technologie soit installée sur les futurs Ford 57 qui doivent être complètement renouvelés. McNamara est quelqu'un de très austère, très analytique, mais il croit à l'effet wow en concession et pour lui, le toit rétractable est un artifice commercial intéressant. Il s'arrangera pour qu'aucune autre division n'en bénéficie et en restera un ardent partisan jusqu'à son départ pour l'administration américaine. Début 55, Smith s'attelle donc à l'adaptation du toit rétractable sur les Ford 57. En plus du toit lui-même, les modifications sur le véhicule seront nombreuses. Allongement des ailes arrière de 3 pouces, révision du plancher du coffre, nouveau panneau de coffre, déplacement du réservoir d'essence derrière la banquette arrière qui est aussi moins large et plus droite. Le châssis est profondément revu, allongé de 6 pouces et plus étroit à l'arrière. Il comprend également des traverses modifiées et plus de points d'ancrage. Puisque les Skyliners seront près de 200 kg plus lourdes, elles utiliseront des roues renforcées. À l'usine de Dearborn, dans le Michigan, la ligne d'assemblage spéciale est installée, notamment pour réaliser les délicats ajustements nécessaires. Après avoir envisagé de nommer le nouveau modèle Caprice, Idatop ou Télécoupe, les dirigeants de Ford choisissent finalement Skyliner, un nom déjà connu de la clientèle et bien en ligne avec les cabriolets conventionnels de la marque, baptisés Sunliner. Elles seront vendues dans la série Fairlane 500, le haut de gamme de Ford. Et quand est-ce que le véhicule va être mis sur le marché officiellement? Alors, si les nouvelles Ford 57 sont présentées en octobre 56, les Skyliners seront montrés au public en décembre 56 au Salon de l'Auto de New York et n'arriveront en concession qu'en avril 57. Plus lourdes, elles n'ont logiquement pas accès aux 6 cylindres de base. Les moteurs disponibles sont le 260 pouces cubes de 190 chevaux, le 292 pouces cubes de 212 chevaux et le 312 pouces cubes de 245 ou 270 chevaux. Dans de très très rares cas, les clients ont coché l'option code F qui donne droit à un 312 pouces cubes à compresseur McCulloch bon pour 300 chevaux. 3 boîtes de vitesse sont proposées, une manuelle à 3 rapports avec ou sans overdrive et une automatique Ford-O-Matic. Si l'habitabilité reste bonne par rapport au Sunliner, il est impossible de ne pas remarquer la modeste capacité de chargement limitée à une simple boîte dans le centre du coffre à cause de la présence des différents actuateurs du toit. Ce sera le gros point faible de ces autos. Quant au toit, Ford annonce dans sa brochure qu'il se déploie entre 48 et 55 secondes. Bien qu'elle soit plus chère que les Sunliner et qu'elle n'ait bénéficié que d'une commercialisation sur un demi-millésime, les Skyliner réalisent des chiffres de vente satisfaisants, 20 766 exemplaires contre 77 728 Sunliner. Bon, le modèle va évoluer, mais la durée de vie ne sera pas très longue. Alors oui, effectivement, Ford continue l'aventure pour 1958. Comme d'accoutumé à l'époque, les autos reçoivent un léger restylage annuel, 44 phares, nouvelle décoration latérale, 4 feux arrière. L'offre mécanique est aussi changée, 292 pouces cubes de base développant 205 chevaux, puis un 332 pouces cubes de 240 ou 265 chevaux, et enfin un 352 pouces cubes de 300 chevaux. La boîte automatique Cruise-O-Matic à 3 rapports est ajoutée à la liste d'options, ainsi qu'une suspension modifiée. Complexe et chère, cette dernière ne sera disponible qu'un an. L'année 1958 est marquée par une récession économique et le marché dans son ensemble est frappé. La Skyliner est également touchée,
14 713 exemplaires contre 35 029 Sunliner. Peut-être que l'effet nouveauté est aussi en train de s'éroder. Pour leur 3e année de commercialisation, les Ford subissent des changements substantiels. Nouveaux panneaux de carrosserie, intérieur revu, suspension améliorée. Le toit est également retravaillé et fonctionne maintenant avec un moteur électrique de moins alors que le flipper est raccourci. En cours d'année modèle, Ford ajoute une nouvelle gamme au-dessus des Fairlane 500, la Galaxy. Les cabriolets Sunliner et Skyliner sont donc transférés vers cette série. Le choix des V8 évolue peu, 292 pouces cubes de 200 chevaux, 332 pouces cubes de 225 chevaux et 352 pouces cubes de 300 chevaux. Mais rien n'y fait, les Skyliner attirent de moins en moins l'attention des acheteurs. 12 915 exemplaires produits contre 45 868 Sunliner qui repart légèrement à la hausse. Ce n'est en tout cas pas à cause de la fiabilité de la technologie. Malgré sa complexité, le toit n'a fait l'objet d'aucun rappel et s'est montré remarquablement solide au cours des années. Bon, l'aventure va se finir de quelle façon? Les mauvais résultats commerciaux n'empêchent pourtant pas Robert McNamara de vouloir continuer le programme de toit rétractable pour les millésimes 60 et 61. Après 6 mois de développement, le projet est arrêté. Le style des nouvelles Ford s'accommode très mal avec cette technologie, à moins éventuellement de concevoir un toit en plusieurs morceaux comme sur les systèmes modernes. Ouais. Entre-temps, Ben Smith a été muté à l'étranger et il travaille dans d'autres fonctions. Pourtant, il ne perdra jamais l'intérêt sur les toits rétractables. Il décidera en 1965 un système à commande manuelle pour la Mustang qui ne sera pas retenu. Après avoir pris sa retraite de Ford, il commercialisera dans les années 90 une 50aine de kits d'adaptation basés sur ses plans pour les Mustangs de première génération. Aujourd'hui, le toit rétractable des Skyliner reste encore une curiosité, comme tu l'as dit au début, et fait tourner les têtes dans toutes les expositions d'auto anciennes, juste ciel. Merci Hugues.